quand on a vu cette scène, on s'est dit waouh, ils sont tellement bêtes, ça fait des super personnages que pour se jeter de la falaise comme ça et puis tomber un peu. Ils sont avec nous. Lorsque cherche un licencié, c'est la force d'une IP. Et une propriété intellectuelle, pour nous, elle peut être abordée de mille façons. Alors, ça peut être sur un extrait YouTube, à la télévision, sur Netflix, ça peut être dans un jeu vidéo, ça peut être dans un livre. Ça représente quoi aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, une IP comme celle-là? C'est environ 15 millions. Pour une saison? Les audiences sont en train vraiment de diminuer en linéaire et les enfants, du coup, ont pris ce réflexe d'aller sur YouTube de plus en plus. Je pense qu'on fait un peu plus de 120 millions de vues par mois. Donc on dépasse le milliard, on a vraiment voulu mettre la narration vraiment au cœur de la production et donc on sent qu'il y a beaucoup de potentiel. Les Américains parlent de unlock the value. Unlock the value, ils sont bons. Et c'est parti en réalité parce qu'on l'a également greenlighté. Ah ouais, super, vous êtes des rois du greenlight en fait. Salut à tous et bienvenue sur The Anima Show. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter notre podcast, merci infiniment pour votre soutien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jocelyn Charrier, fondateur et président du studio Harry. Ce studio est à l'origine d'un succès international, Grizzly et Lemmings. Dans cette conversation avec Jocelyn, on découvre comment Grizzly et Lemmings est né et comment il est devenu un succès, puisqu'aujourd'hui, il fait partie du top 10 des séries d'animation sur Netflix. Mais dans cette conversation, on va aller un petit peu plus loin puisqu'on va découvrir les nouveaux cartoons qui sont développés par le studio Harry comme Mystery Lane, La Famille Weasley ou encore le spin-off de Grizzly et les Lemmings, Baby Lemmings. Vous en saurez aussi également plus sur comment se passe le licensing de ces marques puisque le studio se considère comme un créateur d'IP avant tout. Voilà, j'espère que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche. Merci infiniment, je vous souhaite une excellente écoute. Jocelyn, bienvenue sur Anima Show. Merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là. Non mais ça me fait très plaisir de te recevoir et de recevoir aussi tous les Lemmings et Grizzly. Non mais on va parler de cette IP aujourd'hui. Ouais. Petite question concernant ta vie à toi. Est-ce qu'il n'y a que les bons auteurs qui réussissent à faire des bonnes IP? C'est compliqué comme question. En tout cas, je pense qu'un auteur, pour moi, est la clé en tout cas d'une production et d'une bonne production. Avec Antoine, mon associé avec qui on a créé Harry, on a vraiment voulu mettre la narration vraiment au cœur de la production et pour nous le contenu est roi. C'est ce qui compte le plus. Et si une histoire n'est pas bonne, on n'arrivera pas avec une belle animation à faire une bonne série ou un beau long métrage. Il faut que l'histoire d'abord soit là. Donc oui, un bon auteur, c'est vraiment pour moi la clé de la réussite d'une production. Je dis ça pour nos auditeurs et auditrices. Effectivement, vous êtes un duo d'auteurs qui a créé un studio, le studio Harry, et qui a développé une IP, notamment Grizzly et les Lemmings, qui connaît un succès planétaire, diffusé dans tout plein de territoires, et qui fait partie d'ailleurs des top 10 des séries d'animés sur Netflix. C'est pas rien, quoi. Ouais, non, carrément, là, on était assez fiers de ces résultats, parce que Netflix a communiqué sur ces résultats de manière assez récente, en transparence totale. Et donc, ils ont indiqué, on peut télécharger un Excel avec les performances de 18 000 programmes qui sont sur la plateforme. Et effectivement, c'est d'ailleurs qu'ils aient un peu ouvert les statistiques, parce que ça fait un moment. Oui, il y a une certaine opacité auparavant. Ah ouais, clairement. Ouais. En tout cas, c'est vrai que là, on voit que Grizzly, du coup, est dans le top 10 des séries d'animation. Et si on enlève les IP vraiment preschool, dessinés vraiment aux très très jeunes enfants et qu'on se concentre sur les kids, en fait, c'est dans le top 3. Donc c'est assez énorme. Ouais, parce que l'audience cible, finalement, pour Grizzly et les Lemmings, c'est du 4 à 10 ans, quoi, à peu près. Oui, en tout cas, les diffuseurs traditionnels le diffusent dans la case dite kids, donc à partir de 6 ans. Donc en gros, c'est les préscolaires, c'est avant 6 ans, là, c'est la maternelle. Et puis les scolaires, c'est à partir du CP, donc jusqu'à 10 ans. Okay. Donc nous, on est sur la case kids chez les diffuseurs, mais je pense que la série, on l'a pas pensée pour un public en particulier, on n'a pas voulu la targeter sur les garçons de 4 à 5 ou les filles de 8 à 9. Ouais. Pour nous, c'est un public familial à qui on destine cette série. Ouais, tout à fait. Et puis on le sent. C'est pour tout le monde. Ça fait marrer les petits et les grands, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ouais. Et c'est vrai qu'on reçoit pas mal même de mails du public, des gens qui nous disent je regarde ça avec mes petits enfants, avec mes enfants. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est chouette, c'est très sympa. Et sachant que là, donc vous êtes en production d'une saison 4, il me semble. Ouais. C'est ça. Donc quand même 4 saisons, c'est pas rien. Et en plus, vous avez qui finalement comme partenaire diffuseur Alors en France, on a France Télévisions qui nous a suivis depuis le départ, et donc je leur remercie parce qu'ils ont fait le pari de cette série avec nous vraiment. Ouais, il fallait le faire, le pari complètement. Ouais. On travaille en pay TV avec le groupe Warner.
qui diffuse la série dans le monde entier. Et donc là aussi, ça a été une super opportunité pour nous de pouvoir être diffusé Quand tu dis dans le monde entier, finalement, entier. c'est sur quel... Alors en Pay TV. En Pay TV, partout. Donc okay. ils ont plusieurs chaînes. Donc ils ont Cartoon Network, ils avaient une chaîne qui s'appelle Cartoonito. Ouais. Et puis après, on a de la Free TV, donc comme France Télévisions ailleurs. Donc on est diffusé sur la BBC en Angleterre, sur ABC en Australie, sur Super RTL en Allemagne. C'est démentiel en fait. Un petit peu partout. Vous êtes partout quoi. Et puis après, il y a Netflix en 3e fenêtre, donc la SVOD. Qui s'est négocié après les saisons. Oui, ça vient en fait après le premier succès. Ouais. Et puis quand les droits sont disponibles, parce que tout le petit jeu entre toutes ces différentes formes de diffusion, c'est que chacun essaye d'avoir son petit moment d'exclusivité. Donc forcément, par exemple, notre partenaire Warner a la première fenêtre linéaire dans le monde entier, donc en Pay TV, et on ne peut faire de deal avec une chaîne free-to-air qu'après cette période d'exclusivité. Ouais. Moi, j'ai une question par rapport à l'IP elle-même. Comment elle est née, en fait, dans vos esprits? Et est-ce qu'il y a eu un processus d'itération avec un diffuseur? Je suis assez curieux de savoir, finalement, c'est quoi l'ADN de cette série, quoi. Alors, Grizzly Lemmings, pour moi, c'est finalement l'aboutissement d'une quête sur plusieurs années dans le registre de ce que les Américains appellent le slapstick. Slapstick, ouais. Donc, ce que nous, on appelle en France le cartoon. Ouais. Donc, la narration non dialoguée faite de gags visuels. On avait travaillé avec Antoine... C'est quoi les grandes références dans ce registre-là? Forcément, c'est Tom et Jerry, voilà, c'est Titi et Gromit, c'est Tex Avery, tous les Looney Tunes également. Et donc tout ça, plutôt en 2D d'ailleurs. Ouais, carrément. Là, on fait l'âge d'or. Et l'âge d'or du slapstick, c'est vraiment les années 40-50 aux États-Unis, où ils ont eu un savoir-faire et une sorte de créativité totalement inouïe à cette époque. Et bizarrement, ce savoir-faire s'est un peu perdu en chemin à un moment donné, puisque les Américains ont un peu cessé d'en faire, il me semble. Et nous, on avait commencé avec Antoine par une petite série, un format court, non dialogué. Oui, fallait commencer par quelque chose de petit au début, quoi. C'est ça, pour nous mettre le pied à l'étrier. Et c'était un format purement slapstick avec une histoire d'une chouette qui se faisait détruire en 1 minute dans un registre assez humour noir. Donc c'est des épisodes 1 minute, registre noir slapstick, quoi. Mais au moins, ça vous a permis ça nous a appris beaucoup sur comment... Parce que mine de rien, même en 1 minute, ça reste une petite narration, quoi. Il y a un début, un milieu, une fin, il faut surprendre, etc. Donc on a commencé comme ça. Et puis après, donc, on a fait plusieurs séries. Et on s'est dit à un moment donné... qu'on voulait vraiment investir le genre du duo, parce que les personnages qu'on avait fait auparavant étaient souvent des personnages seuls qui faisaient face à l'adversité et qui s'en prenaient plein la tête. Et là, on s'est dit qu'on avait besoin de faire un duo de un duo, parce que finalement, le duo, c'est dans le registre du slapstick, c'est la grande référence. C'est là où on arrive un peu au classicisme du slapstick, parce que justement, c'est les références qu'on a citées, c'est Tom et Jerry, c'est Bibi et le Coyote. Mais c'est aussi Laurel et Hardy, c'est aussi en fait tous ces duos comiques très visuels ou gags, quoi. C'est ça. Et donc, on cherchait du coup au début en disant dans ce registre, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme personnage? Et on est tombé un peu par hasard, je ne sais plus comment, sur un documentaire produit par Walt Disney dans les années 50. Et c'est devenu un documentaire mythique parce qu'on voit un groupe de lemmings, donc des petits rongeurs canadiens, qui se jettent d'une falaise. Et puis ça a donné lieu d'ailleurs au mythe du suicide des lemmings. Et c'était quoi en fait? On a expliqué ce phénomène parce qu'en fait, ils font une transhumance, c'est comme ils savent nager, ils s'en foutent, ils regardent pas trop devant et ils y vont. Et nous, quand on a vu cette scène, on s'est dit waouh! Incroyable. Ils sont tellement bêtes, ça fait des super personnages que pour se jeter de la falaise comme ça et puis tomber ils sont là d'ailleurs, ils sont avec nous. Et donc on s'est dit qu'ils crevaient l'écran et qu'il fallait qu'on pourrait faire un truc avec ça. C'est trop drôle. Et après en cherchant, disons, l'opposé en termes de personnages, on s'est dit bon, alors si on est au Canada, eux ils sont tout petits, minuscules, ils vivent en groupe, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus opposé? On s'est dit un ours, ça fait sens. Et puis après on a travaillé beaucoup avec Antoine sur plein d'idées qu'on a certaines jetées, certaines retravaillées. Ouais, on fait énormément de passes. C'est Antoine souvent qui, dans notre duo, il dit que lui l'analytique, moi synthétique, donc il propose aussi énormément d'idées et puis peu à peu on arrive à ça se cristallise un petit peu à un moment donné. Parfois c'est aussi grâce à, en l'occurrence il y a un border là qui nous a beaucoup aidé à mettre en image des idées et tout. Ouais, même à bien sentir quelle allait être la caractérisation de nos personnages. D'accord. Et donc c'est né comme ça. Et ce travail était donc à 3 voix si j'ai bien compris, mais est-ce qu'il était face à un diffuseur aussi qui vous faisait des retours? Pas tout de suite, c'est-à-dire que nous, vous avez conçu de manière habituelle, en tout cas notre process de création, c'est qu'on est très dans notre bulle avec Antoine, on fait notre truc et on essaye de le proposer au diffuseur quand on estime que c'est abouti, équilibré et que ça marche.
Après, souvent, le diffuseur a quand même des remarques, bien sûr. Mais en tout cas, on leur présente pas la première copie où les Américains parlent de Ugly Babies, parce que quand on fait la création, forcément, au début, on jette des trucs et il y a une petite idée, il y a la flamme, il y a un petit truc, mais c'est pas encore là. Il faut refaire des passes, et c'est comme ça qu'on arrive à une sorte d'excellence en narration. C'est en n'ayant pas peur de retravailler, comprendre, essayer d'analyser ce qui marche pas pour faire quelque chose qui marche mieux. Et donc sur Grizzly Lemmings, on s'est posé plein de questions, parce que forcément, c'était d'abord quels allaient être les rapports de Grizzly Lemmings à partir du moment où ils vivent dans le dos du Ranger dans sa donc Ranger Grizzly Station. Le Ranger, qui est dans son... C'est pas le Ranger. En fait, il y a un Ranger qui est un homme, forcément. Hein. Mais dès que le Ranger a le dos tourné, il investit la cabane parce qu'en gros, il fait le pachin à l'intérieur. Voilà. Quoi. Ouais. Après, c'est ça. Oui. Et on s'est dit, voilà, donc il y a forcément cette lutte de frères ennemis entre les Lemmings et Grizzly. Puis on s'est dit, mais quel rapport? Est-ce qu'ils ont peur de Grizzly? Donc on a exploré plein de pistes, et finalement on s'est dit que le mieux c'était de les traiter comme des roommates, quoi, qui cohabitent ensemble. Ouais, ils cohabitent parce que bon, ils sont là. Ils peuvent rien y faire, quoi. Voilà. Et ça, c'est un petit truc. Les choses, ils se disputent le pouvoir sur. Surtout en fait, c'est qu'ils ont des agendas, opposés. Ouais. Donc ce qu'on a trouvé hyper important, c'est que contrairement à certaines séries, alors il y en a pas un qui veut du mal vraiment spécifiquement à l'autre. C'est juste qu'ils ont des objectifs qui sont incompatibles. Ouais. Donc Grizzly veut, je sais pas, je prends un truc qui est très caricatural, mais qui arrive souvent lui se reposer, puis il est plus dans les registres un peu adultes, rabat-joie, et faire assis sur le canapé ou se manger son petit saumon au Nutella en regardant un documentaire sur la pêche au saumon. Et puis les Lemmings, eux, ils veulent faire une méga rave party dans le garage avec du gros son, et donc forcément ça marche pas. Ce qui pourrait être aussi les parents et leurs ados. C'est ça. Il y a un petit côté comme ça, et je pense qu'il participe à l'identification. Au succès, ouais. Mais voilà, donc on tenait beaucoup à ça, et donc ça, on travaille beaucoup ça dans la narration, de faire en sorte qu'ils aient des objectifs incompatibles, mais qu'il n'y ait pas ce côté un peu mine du personnage qui va à tout prix écraser l'autre ou faire du mal à l'autre. C'est jamais ça. En tout cas, s'ils rentrent en conflit, c'est parce que leur objectif est premier. À quel moment, en fait, il y a eu une personne qui vous a fait confiance, qui vous a dit « Ok, go, on y va ». Tu te souviens de ce moment-là où tu t'es dit « Ah, en fait, là, c'est parti, on va la produire, cette série ». Alors, je me souviens assez bien. En fait, c'était... donc, on a produit... c'est ce qu'on produit dans un premier temps, des animatiques 2D. Donc, c'est des storyboards filmés, disons. Parce que c'est quelque chose qui est abordable en prix. Parce que faire un pilote, sinon, ça coûte extrêmement cher, et c'est un investissement très, très lourd. Et puis, ça permet de mieux travailler les idées. Et les diffuseurs, dans notre secteur, sont relativement habitués à regarder les animatiques pour juger. C'est ça. Ouais. Et je me souviens très bien, c'était sur un marché au MIP où on a commencé à pitcher, et on a vu que les diffuseurs faisaient des grands yeux et commençaient à comprendre le potentiel de ça. Et je me souviens très bien notamment d'un rendez-vous avec Warner où on a senti que ça y est, c'était hooked. Ça allait se faire. Ouais. Trop bien. J'avance un peu dans les années, mais bon, du coup, là, on est à la saison 4. Ouais. Aujourd'hui, c'est une question d'ordre business plus. Une IP comme celle-là, donc qui connaît un succès graphiquement, c'est vraiment très très abouti. On a les personnages qui sont bien identifiés, on vient d'en parler. C'est des investissements parce qu'il faut quand même aller créer ces séries. Ça représente quoi aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires une IP comme celle-là? On va dire au total sur ce qu'on appelle un cycle d'exploitation, donc sur disons 3 à 5 ans, c'est environ 15 millions, sachant que pour une saison. Pour une saison, qui est... sachant qu'il y a énormément aussi d'une grosse partie de cet argent qui est mobilisé pour fabriquer bien sûr, la série. On entend. Et donc la série, elle coûte environ 11 millions. Ouais. Voilà, donc sur un cycle d'exploitation, on arrive à générer encore quelques millions, quelques petits millions, c'est plutôt cool. Non, mais c'est on s'en sert aujourd'hui, comme on a une société qui est totalement indépendante, donc on est appuyé sur les choses, donc on réinvestit énormément. Ouais. Et le succès de cette IP nous permet aujourd'hui de faire ce qu'on appelle du gap financing dans d'autres séries. Donc on fait une nouvelle création originale. Oui, parlons des nouvelles créations originales. On reviendra peut-être après sur Grizzly Lemmings, mais il y a du nouveau là chez... Là, on vient de sortir Mystery Lane. Tout à fait, Mystery Lane. C'est notre première incursion là, dans un domaine très différent du slapstick, puisque c'est une série d'action-aventure sur des épisodes d'une demi-heure. Inspiré du coup de l'univers un peu Sherlock Holmes, détective. Oui, complètement. Là, on a été nourri... Ça se passe à Londres d'ailleurs. Ça se passe à Londres, bien sûr, en hommage évidemment à Conan Doyle et à tous ces récits anglais qu'on a pu lire plus jeunes et qu'on continue à lire. Moi, j'adore toujours la série Sherlock. Et c'est vrai qu'on avait envie de proposer
En fait, avec Antoine, on a été fascinés par surtout des lectures, en fait, quand on était plus jeune. Moi, quand je lisais un Conan Doyle, je me disais, mais comment c'est possible? J'arrivais pas à m'expliquer le truc et j'étais à chaque fois, oh, putain, c'est trop génial. Ça me semblait vraiment un truc presque divin, tellement on arrivait à expliquer quelque chose d'inexplicable. Et on se disait, si on pouvait reproduire ça, ce genre de sentiment pour les enfants, ce serait top. Et puis évidemment, on avait beaucoup regardé Scooby-Doo. On aimait bien aussi l'ambiance un peu creepy, nocturne de sympa, Scooby-Doo. Ouais. Très, très cool. Mais en se disant, on aimerait mettre une sorte de narration avec un petit peu plus de complexité que dans Scooby-Doo. Et donc, on a... Dans l'intrigue elle-même, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. La résolution de l'intrigue ou de l'affaire. C'est ça, de créer des enquêtes où il n'y a pas juste 3 indices et le coupable qui enlève son masque. Ah, merde. D'aller un peu plus loin. Qu'il y ait vraiment aussi des surprises, qu'on puisse un peu surprendre notre public. Et donc, on a beaucoup bossé sur la narration. Donc là aussi, je tire mon chapeau à Antoine parce que il a vraiment porté cette narration sur 26 épisodes de manière assez incroyable, en trouvant à chaque fois des cas d'enquête les plus fous les uns que les autres. Et c'est vrai que le résultat aujourd'hui, il séduit énormément les enfants. Tu peux nous parler des personnages autour de Mystery Lane, du coup? Ouais, alors les deux personnages sont un duo de hamsters. On a Clever, qui est vraiment, disons, le petit génie. Petit génie, un peu à la Sherlock, j'avoue, qui a le don d'anticiper, de comprendre et d'analyser absolument tout avec un sens logique imparable. Et elle a son petit frère Bro, qui n'a pas son QI, mais par contre qui a beaucoup de courage, du panache. Voilà. On s'est posé beaucoup de questions sur comment on pouvait trouver un complément à ce personnage, parce que Clever elle est tellement géniale. C'est bon, alors si du coup elle fait zéro action et que son petit frère il fait toute l'action, ça va être un truc un peu sexiste, c'est genre les garçons qui... Et donc on se posait énormément de questions sur comment on peut caractériser Bro, comment on peut trouver le vrai truc. Et à un moment donné, on a pensé bizarrement au personnage de Han Solo dans Star Wars. Et on s'est dit, Han Solo, il a pas le pouvoir du Jedi, il a pas la force, il a rien, mais il a du panache, nom de Dieu. Et il a du courage et du panache. Et on s'est dit, et si Bro, ce qu'il apporte, c'est ça peut être parfois l'élément déclencheur qui fait que... Voilà. Et puis après, Bro, c'est le personnage qui apporte dans cet univers où Clever est très quand même cérébral. Il apporte la dose de comédie, le fun. Et puis... il aide aussi le jeune public à comprendre ce qui se passe, que parfois il ne comprend pas très vite non plus. Il demande à Clever de formuler s'il a bien compris. Ouais, ça permet aussi de... Ça permet de faire venir le jeune public aussi, plus jeune, en tout cas sur une série qui a une narration assez sophistiquée. Ouais, d'articuler plus simplement, quoi. Le propos ou l'intrigue. Et puis il y a aussi un personnage assez iconique, puisqu'il y a le représentant des services secrets... De Scotland Yard. De Scotland Yard. McFlair. Ouais, donc là, c'est le personnage du commissaire qui est un peu, qui a beaucoup de volonté, qui est très sérieux et qui veut vraiment servir Sa Majesté la Reine du mieux qu'il peut, mais qui a certaines limites et qui est obligé de faire appel à Clever pour essayer de débrouiller les affaires, parce que sans Clever, Scotland Yard se casse les dents. Ah, c'est trop cool. Non, mais du coup, félicitations pour le lancement de cette nouvelle série qui a émergé dans vos esprits il y a quelques années, j'imagine. Alors ça, c'est un très, très, très long développement et c'est vraiment... ça prouve qu'il y a un projet par plusieurs vies, parce qu'au début, en fait, il y a je sais pas, peut-être 10 ans, je pense, avec Antoine, on avait créé un duo de hamsters, mais qui était en mode un peu Laurel et Hardy, un peu plus teubé, disons, et qui était purement orienté comédie, etc. Et on n'avait pas vraiment réussi à trouver justement le truc, l'alchimie qu'on a trouvé avec Grizzly et Lemmings dans ce duo, donc on l'avait laissé un peu dans un tiroir. Et quand est venue l'envie de faire une narration dialoguée en mode investigation, on s'est dit, what if on le faisait dans le monde des animaux avec ces personnages-là. Donc on a changé radicalement leur personnalité, on a du coup changé aussi leur design, mais en fait c'est un mariage, quoi, comme tu disais, une grosse réécriture en fait. C'est ça. Mais il y avait quand même l'animalerie, il y avait les hamsters, et donc on est reparti d'un petit univers qu'on avait déjà créé. Il n'y a pas que Mystery Lane, il y a aussi une autre IP que vous avez là on rentre en production de la famille Wheezy. Donc là pour le coup c'est un nouveau slapstick de 78 x 7 minutes, donc le format de Grizzly. Moins irrévérencieux que Grizzly et les Lemmings, quoi. C'est ça, l'idée là c'est de faire un cartoon qu'on appelle bienveillant, où justement les personnages principaux ne sont pas en conflit. Hop là, petite interruption pour vous parler de nos sponsors 22D Musique, qui accompagnent depuis plus de 20 ans les professionnels de l'animation et de l'audiovisuel dans la composition musicale et la gestion de leurs catalogues musicaux, ainsi que Toon Boom, la société qui édite le logiciel d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. On salue également notre partenaire média Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Allez, retour à la conversation. On s'est dit, quitte à faire un nouveau slapstick, on va pas non plus se tirer une balle dans le pied ou faire de la concurrence à Grizzly et Lemmings, ça n'a aucun intérêt. Puisque Grizzly et Lemmings sont appelés à avoir une vie
au long cours, j'espère. Et donc, on s'est dit... Trouvons une nouvelle dynamique entre les personnages. Ouais, c'est ça. On peut inventer autour de ça, quoi. Plutôt... si on n'avait pas une dynamique une de équipe conflit, solidaire qui avance, qu'est-ce que ça pourrait être? Et donc, on s'est dit, si c'était une famille qui se serre les coudes face à l'adversité, on pourrait peut-être faire un truc. Et donc, après, on a travaillé sur un personnage de Fouine qui adopte un peu par inadvertance... de petits poussins. De petites canettes, parce qu'il les a couvées sans le savoir. Et donc, évidemment, quand elles sont nées, on dit « Papa !» Et donc, il se retrouve aussi une famille un peu atypique, avec un papa qui n'est pas très mature. Et il y a une petite inversion des valeurs qui est assez sympa, parce que du coup, finalement, le personnage du papa a un côté un peu teenager, enfantin, et les canettes qui sont plus jeunes sont un peu plus, parfois... Ce qu'on peut trouver actuellement dans notre époque, dans notre société, c'est ça. Entre les kidultes et les... Voilà, les kidultes et les enfants qui grandissent un peu trop vite. Non, super. Et du coup, ça, vous avez des diffuseurs qui vous ont fait confiance ou ça on est très heureux d'avoir la série Greenlighté. Là, on rentre en production. Super, félicitations. Et on a France Télévisions côté français. Et on est très heureux d'avoir la BBC. Donc, qui a fait le pari, alors justement, qui n'avait pas encore d'épisode réalisé, donc de venir en pré-production. Ils commissionnent la série, donc ils investissent vraiment en amont. Et on est également partenaire Super RTL, qui est la plus grosse chaîne allemande en jeunesse. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment en Europe les trois plus grosses chaînes possibles. C'est super intéressant. Et là, on rentre un peu dans le truc business, parce que tu es fondateur aussi de studio. Faut pas oublier, il y a l'auteur qui nous a parlé là du développement de toutes les œuvres et tout. Mais il y a aussi le fondateur de studio. Du coup, ces diffuseurs qui sont des gros, parce qu'on parle de grosses chaînes, à quel moment et comment se passe finalement ce que tu appelles le commission? C'est-à-dire, OK, on se serre dans la main, enfin, c'est pas qu'on se serre pas dans la main parce que c'est des contrats, mais on est très heureux de bosser avec vous. Qu'est-ce qui se passe en fait à ce stade-là? Eh bien, il y a le rôle du producteur, en fait, c'est de pitcher des séries. En fait, c'est créations. Donc, nous, c'est nos créations originales. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, nous, on fait une phase de développement qui est assez longue, pendant laquelle on fait à la fois de l'écriture. Donc, on a besoin d'avoir plusieurs scripts. On fait du design, on a besoin d'avoir le design des personnages, le design de l'environnement, des décors. Donc, finalement, ce qu'on appelle la bible littéraire et la bible graphique. Et puis, on fait des storyboards. Et parfois les premiers tests de modélisation en 3D, d'animation en 3D des personnages. Et on commence à présenter le projet aux diffuseurs dès qu'on a des animatiques 2D qui nous plaisent, parce que sur la base d'une animatique 2D, on peut commencer vraiment à se projeter dans ce que va être la série. Alors que sur un script, l'histoire, elle est encore une fois fondamentale, mais on peut la réaliser de manière tellement différente, surtout quand c'est du cartoon, donner la tonalité différente, c'est vraiment lié à du rythme. Je comprends. Qu'il faut vraiment montrer les animatiques 2D. Donc vous partez de ce point-là, de l'idée jusqu'à l'animatique, avec toutes les étapes que tu viens de donner. Et là, en fait, il y a quand même un investissement de votre part. C'est quoi l'ordre de grandeur, justement, de l'investissement autour de ça? Plusieurs centaines de milliers d'euros. En temps. Parce qu'en plus, on fait de la musique, on fait des voix, on fait plusieurs animatiques 2D, parce qu'en général, il faut en faire plusieurs pour arriver à trouver le bon rythme. Et on fait en général une dizaine de scripts. Après, notre rôle, c'est d'aller présenter ces projets aux diffuseurs, qui ils sont pitchés toute la journée, notamment sur les marchés comme à Annecy ou au MIP. Et donc, on fait une presse qu'on essaye d'être la plus hookante possible pour retenir leur attention, montrer que le programme va être original, se distinguer. Et puis, souvent, mais ils répondent jamais immédiatement. Les diffuseurs ont besoin de réfléchir, ils en demandent un petit peu plus, donc pendant qu'ils prennent le temps de relire les scripts ou de voir le matériel qu'on leur a envoyé, nous on continue le développement. Soit on leur envoie une deuxième animatique, on fait un petit dev 3D aussi, parce que c'est hyper important si on commence à voir le personnage. C'est donner envie en fait, en quelque sorte. C'est ça. Et donc il y a un moment donné où ils disent ça y est, on est convaincu, banco. Ou alors parfois, on a encore des petites notes là, est-ce que ce serait possible est-ce que vous avez pensé que ça, ou machin, etc. Et donc c'est des discussions en général très éditoriales qui sont liées, eux, à la connaissance qu'ils ont de leur public. Ils disent attention, n'oubliez pas que notre public, il est quand même assez jeune et que c'est pour framer les choses, mettre un bon cadre. C'est ça, être sûr que ce qu'on va produire sera bien adapté à leur public, sachant que eux, leur travail, c'est de proposer des programmes qui vont plaire à leur public. Ouais, tout à fait. Et donc, une fois qu'ils disent, banco, c'est pareil, là, c'est de quel ordre de grandeur les investissements qui sont faits par chacun d'entre eux? Alors, ça dépend. En tout cas, côté français, c'est autour de
2 millions quand il s'agit de France Télévisions. Okay. Et puis sur les investissements internationaux, alors sur des territoires, Angleterre, Allemagne, ça peut être de l'ordre à peu près du million, un peu plus parfois. Ok, et ça, c'est du préachat finalement? C'est du préachat, oui, tout à fait. Ouais. Ok, qui inclut aussi une part de prise de droit sur l'œuvre? Bien sûr, alors, ce qu'ils ont, alors pas de droit au sens pas copyright, mais c'est des droits de diffusion. D'accord. Donc ils achètent en général le droit de diffuser la série pendant X années. Super. Donc en général, c'est 5 ans, 4 ans. Merci pour ces explications et c'est très transparent. Ça me fait très plaisir d'avoir un invité qui parle de ça. Qui donne des chiffres. Non, mais c'est cool. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Donc merci. Donc on a parlé de la famille Wheezy. Il y a aussi un spin qui sort de Grizzly et les Lemmings, parce que non seulement c'est une IP qui connaît un succès, mais en plus elle donne des bébés, quoi. Voilà, c'est ça. On s'est dit, en fait, on a constaté que des gens très très jeunes regardaient Grizzly et Lemmings, alors que a priori c'était destiné plutôt à des enfants un peu plus âgés, donc à partir de 6 ans. Et donc on s'est dit que ce serait pas mal de faire un spin-off preschool. Ouais. Et honnêtement, pendant des années, parce qu'on y pense depuis des années, puis on se dit en fait c'est impossible, car les Lemmings sont trop fous, trop irrévérencieux. On pourra jamais faire un programme preschool, sachant que il y a les standards les S&P, Standards and Practices, qui font que dès qu'on touche à la petite enfance, il faut faire hyper gaffe à tout, ne rien représenter de dangereux, etc. Et on s'est dit, c'est impossible, nos personnages, c'est les jacasses, on n'y arrivera jamais. Mais c'était dans un coin de notre cerveau comme ça. C'est vraiment les jacasses, ouais. Et à un moment donné, on s'est dit, finalement, l'ADN des Lemmings, c'est avant tout, c'est pas de faire des choses dangereuses, c'est d'être créatif, c'est d'être joueur. Et c'est de se dire que finalement le monde est un énorme terrain de jeu. Et on s'est dit que cette philosophie-là, c'est une philosophie d'enfant, c'est une philosophie aussi de petit enfant, et que ça pouvait très bien marcher. On pouvait très bien développer un storytelling autour de Baby Lemmings super joueurs, sans remettre en cause finalement l'ADN de la série Grizzly et Lemmings. Sachant que finalement, même dans leur lutte avec Grizzly, dans Grizzly et Lemmings, les Lemmings sont toujours créatifs, sont toujours inventifs. Et ça, c'est quelque chose qu'on tient vraiment dans l'écriture de la série. C'est nous, on cherche toujours aussi à surprendre notre public par des tours ou des stratagèmes qu'on va mettre en place les Lemmings ou Grizzly. Et ce truc-là, qui est très très joueur, on s'est dit que ça pouvait très bien marcher sur le preschool. Et donc on a développé du coup une narration bienveillante, bien sûr, du coup dans ce plus adapté à ce segment-là, quoi. Et du coup là, vous allez présenter ça cette année au marché, ou quel est le Eh ben c'est parti en réalité, parce qu'on l'a également greenlighté. Ah ouais, super. Vous êtes des rois du greenlight en fait. C'est génial. Ouais, là on a la chance aussi que Warner nous ait redit Banco, Supertel nous a redit Banco, et puis France Télévisions nous a dit également Banco. Donc en fait la série, l'IP, elle est forte. Aujourd'hui, on a vraiment créé une franchise avec Grizzly et Lemmings, et donc nos partenaires historiques ont pas envie de voir s'échapper. Et parlons de cet aspect-là, parce que là, on a effectivement, plus qu'un studio d'animation, en fait, vous êtes ce que tu me disais, un petit peu une boîte qui crée des IP. C'est ça. Vous êtes des créateurs de propriété intellectuelle, des marques, en fait, marques de divertissement. Qu'est-ce que ça revêt de manager cette marque à destination de la famille et des enfants? Et qu'est-ce qui est en train de changer comme métier au sein du studio Harry? C'est qu'on a démarré vraiment comme un pur studio d'animation, qui faisait de la production, parce qu'on a toujours tenu à gérer absolument tout. Donc on faisait la production déléguée, c'est-à-dire le financement, le développement, et la production exécutive, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait fabriquer nos séries. Dans un deuxième temps, on a fini par gérer aussi l'exploitation, donc on a créé une filiale de distribution pour vendre les programmes. Et puis là, la nouvelle étape, c'est effectivement de se dire qu'on n'est pas seulement un studio d'animation et une boîte de production audiovisuelle, mais une boîte qui crée, comme tu le disais, des IP, des propriétés intellectuelles. Et une propriété intellectuelle, pour nous, elle peut être abordée de 1000 façons. Alors, ça peut être sur un extrait YouTube, à la télévision, sur Netflix. Donc ça, c'est la partie animation. Ça peut être dans un jeu vidéo, ça peut être dans un livre. Là, on vient de signer un deal avec Hachette pour sortir éditer des albums. Trop bien. Ça peut être en achetant un jouet. Un deal comme ça de licensing, c'est votre marque qui est déclinée en album. Vous n'allez pas créer. Vous gérez en tout cas vous-même la production des albums, ni même l'écriture, j'imagine? Alors, on va concevoir en fait l'adaptation en livre avec Hachette, mais avec aussi l'expertise d'Hachette, qui a son expertise, disons, d'éditeur, et qui connaît bien son public, etc. Donc pour nous, c'est hyper intéressant de voir comment on peut... On
on assiste sur un trésor d'histoires, parce qu'on a plus de 300 histoires de Grizzly et Lemmings qui ont déjà été produites. Sur ces histoires, il y a même des sous-histoires qu'on peut exploiter, il y a énormément de visuels, etc. Donc on est en train de réfléchir avec eux là sur la meilleure manière d'adapter cette IP. Mais on vient de signer avec eux aussi, par exemple, pour l'adaptation dans la bibliothèque verte de Mystery Lane. Là, ça c'est... Oui. C'est plus évident, disons, comme adaptation, parce que on a un récit qui est bien ficelé. Qui est bien ficelé, et puis il est nouvélisé. Et qui n'est pas tout à fait le même type de lecture, puisqu'on peut regarder un peu comme les romans d'Agatha Christie et compagnie, quoi. Mais pour nous, en fait, c'est ça. Et il y a des gens, je pense, qui vont découvrir peut-être, du coup, Mystery Lane dans les rayons, bibliothèque verte, et je trouve ça génial. Ouais, c'est super. Et ça, c'est pour nous, on a l'impression de rentrer dans la Pléiade de la jeunesse, parce que les bibliothèques vertes, c'est moi le truc que j'ai trop lu quand j'étais enfant. Donc je suis hyper content qu'une de nos créas soit désormais dans la bibliothèque verte. Et pour revenir donc à cette gestion d'IP, là aujourd'hui, on est en train de mettre vraiment le focus là-dessus, parce que pour nous, c'est l'avenir. C'est aussi ce qui fait que c'est aussi une philosophie, c'est-à-dire qu'on fait le choix, nous, il y a des studios d'animation qui font énormément de volume. C'est-à-dire qu'ils essayent de produire le maximum de séries par an pour en vendre le maximum et puis gagner sur l'exploitation des droits. Nous, on fait le parti de produire, disons, peu, dans le sens où on n'a pas énormément d'IP. Votre line-up, quoi, mais... Ouais, et on base tout sur un line-up qui est basé aujourd'hui sur 4 IP. Donc il y a Grizzly, il y a Mystery Lane, il y a la famille Wheezy dont on a parlé. Et puis on a une autre qui va arriver, là, qui s'appelle le Fantôme de Paris. Et je parle pas de Baby Lemmings où c'est un spin-off de IP, donc ça fait partie du truc. Mais sur construire des marques fortes, quoi. Sur ces 4 piliers, on veut construire des marques fortes, donc qui soient exploitées à la fois en télévision, au cinéma, parce que c'est notre grande ambition, c'est d'aller vers le long métrage. Ouais. Et en jouet. Donc on a parlé de l'édition, mais dans le jouet, qui est effectivement un segment important sur le marché de l'enfance, avec qui vous bossez, comment vous approchez ce nouveau pan en fait, de l'activité. Démarre. Pour nous, c'est un peu un démarrage. C'est un peu Terra Incognita, Far West, mais c'est aussi hyper excitant parce que ça me rappelle justement qu'on a créé la boîte en 2006. Les débuts, quoi. Ouais. On a fait notre première Annecy, on connaissait personne, on avait absolument zéro, on connaissait zéro réseau. Et donc je me rappelle très bien me retrouver au bar de l'Impérial à Annecy où tout le monde se rend compte, et puis j'avais l'impression tout le monde se connaissait avec ses badges et tout ça, puis moi j'étais là, je connaissais personne et j'avais tout à apprendre. Et donc avec Antoine, on a fini, et puis aujourd'hui on est à Annecy comme des poissons dans l'eau, et c'est assez cool. Mais finalement cette excitation aussi de découvrir un nouveau territoire, un nouveau business, elle est vraiment, c'est une adrénaline pure aussi qui est assez fun. Et donc c'est aussi des marchés à visiter. C'est ça. Et donc là je vais aller à Las Vegas, à la Licensing Expo, trop cool. Pour présenter justement l'IP. Qui est un énorme événement. C'est le plus gros en licensing. Sur la marque, ouais. Et toutes marques confondues en plus, c'est ça qui alors il y a aussi vraiment de la musique, machin. Il n'y a pas que la jeunesse. Et donc c'est une grosse expo. Et donc là on y va avec de grosses ambitions. Avec un stand et tout, en mode... Voilà, on y va. Marque. Voilà, vous la connaissez certainement, ou en tout cas votre neveu est en train de la regarder, etc. De toute façon, quand on est top 10 Netflix, à mon avis, il n'y a pas de mal à se faire reconnaître, quoi. Ouais, non, c'est ça qui est cool, c'est qu'on se fait même là, depuis qu'on est sur la database de la Licensing Expo, on se fait démarcher par soit des agents de licence ou des potentiels partenaires qui connaissent en fait la force de l'IP, justement parce que soit ils le regardent avec leur enfant, soit ils le connaissent tout court. Et donc on sent qu'il y a beaucoup de potentiel. Ok. Les Américains parlent de unlock the value. Unlock the value. Ils sont bons, ils savent parler. Et ils savent trouver des expressions qui tuent. Et donc, on va essayer d'aller chercher cette valeur à créer dans le domaine du jouet, parce que je pense que les enfants qui sont fans des Lemmings ou de Grizzly, finalement, les avoir aussi dans leur chambre. Et jouer avec, et surtout jouer avec, c'est imparable. Et d'ailleurs, on a créé cette peluche, la petite, là, c'est... j'en ai pas, il aurait fallu en amener 2, mais elles sont magnétiques, donc on peut les empiler. C'est un petit aimant, comme les Lemmings font dans la vraie vie. Et ça, pareil, c'est un truc itératif de création, finalement, de se dire aussi, on met la barre assez haut, disons, en création pour le storytelling. Dans notre démarche en licensing, on ne veut pas faire non plus des deals à tout va sans réfléchir à ce qu'on fait. On veut vraiment que ça fasse sens par rapport à l'ADN de la série, des personnages, et que tout le monde se dise, ah ouais, ça, c'est vraiment ce que j'attendais par rapport à cette IP, en tout cas en termes de qualité de jouet, en termes de créativité, etc. Et il n'y a pas que les jouets, il y a aussi des partenaires qui sont des industriels et qui veulent s'accoler à la marque Lemmings. Oui, on fait nos premiers deals. Alors là, c'est ce qu'on appelle du pur licensing. Okay. Pour le coup, on fait des premiers deals avec des marques. Alors, c'est pas encore annoncé, donc je ne sais pas si je peux le dire.
D'accord. Bon, on s'attend à des marques, en tout cas, très grand public, quoi, j'imagine. C'est ça. Ok. Mais avec ces deux types d'industriels, donc l'industriel qui a déjà son produit grand public et qui veut accoler votre marque. Ou sa chaîne de restaurant, par exemple. Ou sa chaîne de restaurant. Restaurant rapide. Ouais. Comment se discutent finalement les termes? Enfin, c'est quoi les gros enjeux de négociation? Vraiment, c'est un point, sans rentrer dans les détails, mais de bien comprendre ça, à la fois sur la création des jouets et à la fois sur le côté, justement, restauration ou industriel qui vend un produit. Alors, ce que cherche un licencié, c'est la force d'une IP auprès d'un public. Donc, s'il cherche une IP jeunesse, il faut que ce soit un produit extrêmement attractif, qu'aiment les enfants. C'est pour ça que Disney, on a fait tellement... parce que tout le monde, une fois qu'il y a un film, un nouveau film Disney qui sort... C'est les héros, quoi, des gens, voilà, des jeunes. Du moment, tout le monde veut les voir, etc. Et associer, finalement, pour le licencié, donc que ce soit une chaîne de restaurant ou un fabricant de vêtements, sa marque avec des héros qui sont désirables ou que les enfants aiment, c'est win-win parce que du coup, pour le licenceur, celui qui a l'IP, c'est une exposition supplémentaire et pour le licencié, c'est une manière de soit toucher un nouveau public, soit d'associer sa... Ouais, ce que tu veux dire par là, c'est que c'est du win-win, quoi. Ouais. Donc, en fait, en règle générale, il y a une prise de risque un peu de la part de l'industriel, parce que c'est lui qui produit. Alors, l'industriel, il paye quand même ce qu'on appelle un minimum garanti pour avoir le droit d'utiliser la marque. Ce qui est un peu la base du deal de licensing. Et au-delà du minimum garanti, s'il y a les ventes escomptées, là, il y a un partage de revenus. En fait, il y a des royautés qui sont versées dans une chaîne de restauration, ça va plutôt être des primes, donc il n'y aura pas de royauté, c'est-à-dire que ça va être plutôt un flat fee pour un nombre de primes qui est déterminé en amont. On va faire X primes pour des menus... de restauration rapide. Par contre, si vous faites un deal plus avec, un fabricant de vêtements, là, forcément, s'il vend 20 000 pièces ou 200 000 pièces, c'est pas le même volume d'affaires, donc il y a une part de royauté. Sur le succès des ventes. Ouais, ok. D'accord. Super. Et donc, du coup, vous rentrez dans ce nouveau monde-là. Voilà, c'est tout nouveau. On n'a encore rien fait. Là, on a justement développé, parce qu'on a un ADN, nous, très indépendant. On a voulu prototyper des premiers jouets, donc des figurines ou des peluches. Et pour tester le marché, on a développé notre propre petit shop online sur le site Harry. Et ça nous permet de tester, en tout cas, ces en indépendance, pour voir un peu l'appétence. C'est du test and learn, sachant que c'est pas encore hyper adapté pour l'international, parce qu'on a notre stock en francs, donc en américain ou en indien. Mais il y a des ventes, quoi. Ah, mais il y a des ventes. Mais on en vend quand même des milliers par an. Mais c'est pas des volumes comme on en ferait si on était dans les magasins, où là, c'est des centaines de milliers d'unités qui sont je comprends bien sûr. Le même jour partout. Ouais, c'est pour ça que c'est un travail collaboratif, quoi. Il y a ceux qui distribuent et vous qui faites le produit. Non, mais très intéressant. Et donc, au même titre que ton test and learn là, sur les produits dérivés, le licensing, est-ce qu'il y a des nouveaux usages auprès du public par rapport à cette marque? Parce que tu parles de marques qui sont nouveaux, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Est-ce que tu vois évoluer le marché, en fait? On voit que la consommation aujourd'hui des plus jeunes sur YouTube devient vraiment... On voit vraiment que le marché de la diffusion évolue beaucoup. C'est-à-dire que la télé linéaire qu'on a connue comme étant l'unique moyen d'accéder à des programmes audiovisuels, en tout cas quand moi j'étais jeune, a un peu vécu. Donc les audiences sont en train vraiment de diminuer en linéaire. Donc après, tous les diffuseurs ont réagi en créant leur propre plateforme. Donc par exemple, France Télévisions, ils ont une application qui s'appelle Oku pour la jeunesse, qui fait que aujourd'hui, les enfants sur leur tablette ou le téléphone de papa et maman, ils peuvent visionner tous les programmes en VOD à la demande, et ça correspond aujourd'hui à leur usage. C'est une révolution qui a déjà eu lieu, elle est effective. Donc tous les diffuseurs sont aujourd'hui ont leur propre plateforme pour être à armes égales en fait avec Netflix, parce que sinon c'est imparable de dire je choisis une vignette, je clique pour avoir le programme que je veux et je tombe pas juste sur un programme que j'ai pas choisi de voir. Donc là tout le monde le fait. Et puis il y a l'effet YouTube qui est imparable aussi, parce que YouTube là aujourd'hui c'est une plateforme où le contenu est gratuit. Il y a tout. Oui, qui est supporté par la publicité, mais effectivement gratuit. Et les enfants, du coup, ont pris ce réflexe d'aller sur YouTube de plus en plus. Dans certains territoires, notamment aux États-Unis, la consommation a grimpé énormément. Et YouTube, aujourd'hui, est consommé sur l'écran de télé au même titre qu'une chaîne classique linéaire où
Ouais, c'est ça. Donc ça devient vraiment le nouveau modèle qui est financé par la publicité comme la télé d'avant. Donc, ouais, c'est ça. Et ce shift de consommation a une répercussion sur la manière de produire, de créer pas de créer pour nous, mais nous, ce qu'on voit, c'est que, disons, le manque à gagner qu'on constate sur l'exploitation en linéaire, parce que clairement, aujourd'hui, les diffuseurs linéaires investissent moins qu'avant. Ouais. Il est en partie, disons, compensé par les revenus qu'on a sur YouTube. Ok, très marrant. Donc on voit vraiment un système de vase communicant. Ouais. C'est-à-dire quand on a démarré sur YouTube, on faisait très très peu de chiffre d'affaires, et puis là, ça commence à devenir vous avez zéro vues et 0 abonnés. Oui, de toute façon, aujourd'hui, c'est quoi en 2024 là là, en 2024, sur Grizzly Lemmings, on a plus de 8 millions d'abonnés. Je pense qu'on va aller vers les 10 millions là dans les... Waouh, c'est chouette. Déjà, en nombre de vues, je pense qu'on fait un peu plus de 100 millions, 120 millions de vues par mois. Donc par mois, on dépasse le milliard, 1 milliard, 1,5 milliard par an. C'est dingue. Donc ça commence à être pas mal. Et du coup, en CA, ça se compte en centaines de mille pour l'instant. Ouais. Pas encore en millions, mais en centaines de mille parce que il y a des territoires. Parce qu'en fait, comme c'est un revenu qui est lié à la publicité n'a pas la même valeur sur tous les territoires. Oui, le RPM n'est pas le même aux États-Unis versus en France. Et, voilà. Et nous, la série est très performante dans les pays d'Asie. Notamment en Inde ou en Asie du Sud-Est. Okay. Parce que le cartoon, il y a un truc sur le cartoon là-bas qui vraiment ça marche très fort. Et par contre, le RPM est très faible malheureusement dans ces territoires. Mais c'est en train de monter en flèche là, aux États-Unis parce qu'on est en train de booster la chaîne et on voit que ça marche très bien et qu'effectivement là le RPM n'a rien à voir. Trop bien. Et eh bien, c'est tout ce qu'on peut souhaiter finalement à cette IP, c'est qu'elle continue à grandir, qu'on les voit de plus en plus. Le cinéma surtout, là, c'est la prochaine étape. Il y a du cinéma qui arrive avec les Lemmings. Grave. Ouais. Ah d'accord. Non, mais là, on est en train d'adapter cette IP en fait en long métrage. Ok. C'était un très très long travail en écriture parce que trouver la solution le bon angle et tout. Transformer une IP qui est basée sur du non-verbal en 7 minutes sur une narration en 1h30. Donc les personnages vont parler du coup. Grizzly va parler, ouais. Ah, c'est quand même une innovation, là. Bah là, mais ça nous a pris des années de briser ce tabou. Pour unlock the value. Non, mais de briser un tabou. Parce qu'en fait, quand on a commencé à écrire le long métrage, forcément, on se disait, pour être fidèle à l'ADN de la série, il faut que ce soit muet. Ouais, tout à fait. Puis il y a des films qui l'ont fait, Shaun the Sheep, c'est muet, etc. Et puis, on a écrit comme ça pendant 2 ans. On a fait beaucoup de scripts. Et on s'est rendu compte que ça marchait pas. Et donc, au bout de 2 ans... on a brisé ce tabou, on l'a fait parler, ça nous a beaucoup soulagé. Un gros passage en fait du muet. Ouais, c'est quand même au parlant. Le mur du parlant. On est en 1920. Une révolution au cinéma. On va devoir s'arrêter là parce que sinon on pourrait parler des heures. Mais merci infiniment Jocelyn d'être venu. Merci pour cette ouverture d'esprit à la discussion et bravo encore pour cette IP qui a bientôt 10 ans. Ouais. Et franchement, chapeau quoi. Mais merci, c'était un plaisir de partager tout ça avec toi. À bientôt. À bientôt.